Bonjour, écoutez, je suis content de voir que vous êtes tous là, j'ai compté. Et alors je vous annonce une chose importante, il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin. Je me présente, je suis Antoine Triller, je suis un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Aujourd'hui, c'est le premier numéro d'une série de conférences qui s'inscrivent dans la volonté de l'Académie de rendre la science accessible à tous pour que chaque citoyen soit apte à comprendre le monde qui l'entoure du point de vue de la science. Depuis sa création en 1666 par Colbert, l'Académie des sciences a la mission de jouer plusieurs rôles dans la vie scientifique de la nation. De façon plus précise, on peut dire dans la présentation de l'Académie que, je cite, « Les réflexions que l'Académie conduit ont pour rôle de fournir à tous un cadre d'expertise, de conseil et d'alerte vis-à-vis des enjeux politiques, éthiques et sociétaux que pose la science. En vertu de cette mission, elle œuvre au partage de la science pour éclairer les choix des citoyens. » L'astronomie a été là depuis le tout début, puisque dès la création de l'Académie, Colbert a appelé pour aider à la mise en place le mathématicien et astronome néerlandais Christian Huygens, puis rapidement d'autres, comme par exemple Cassini. Cette aventure, cet exploit technologique qu'est le télescope James Webb, résulte d'un effort international exceptionnel. Le concept d'effort international est un point extrêmement important. En Noël 2021, le lanceur Ariane 5 propulse dans l'espace le télescope spatial James Webb et le place avec une précision incroyable à un point particulier de l'espace qui le rend stable dans sa position. Ce gigantesque télescope spatial est le fruit de 25 années de développement et de collaboration internationale et la France a joué un rôle important en contribuant avec des instruments de mesure spécifiques et entièrement novateurs aux explorations des espaces célestes. L'objectif de cette conférence est d'expliquer comment les découvertes résultant de l'observation du James Webb Space Telescope vont nous aider à mieux comprendre notre univers. C'est le début d'une grande aventure scientifique. Avec un même souci d'aller vers le public, 3 thèmes sont prévus en 2023. Le cerveau sécrète-t-il la pensée en allant du normal au pathologique, et cette conférence aura lieu le 4 avril. Puis 2 autres conférences sont prévues, les dates ne sont pas encore arrêtées, mais ce sera entre octobre et décembre. La révolution quantique, la longue marche, et puis le dernier, l'intelligence artificielle est-elle intelligente? Dans tous les cas, il s'agira de conférences destinées à éclairer le grand public. Voilà. Je vous laisse la parole maintenant pour la suite. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis François Forget, je suis planétologue. J'ai la chance d'être membre de cette belle Académie des sciences. Alors, je ne vais pas vous parler de planètes, je vais juste aujourd'hui faire le lien avec les différents invités qui vont nous raconter le sujet du jour, donc le James Webb Space Telescope, que je crains, nous allons très souvent appeler par son petit surnom charmant, en franglais JWST, ou un truc comme ça. Alors, pour entrer en matière, nous avons demandé à la grande astronome de l'Académie, Catherine Cesarski, de répondre à la question pourquoi le James Webb Telescope. Donc, Catherine, tu es astrophysicienne, membre de l'Académie des sciences, et tu as été entre autres directrice générale de l'Observatoire européen austral et présidente de l'Union astronomique internationale. Mais avant tout cela, tu as dirigé le développement de la caméra ISOCAM. C'était la première caméra infrarouge spatiale, une ancêtre du James Webb, pour le satellite infrarouge européen ISO qui a été lancé en 1995. Aujourd'hui, tu es présidente du conseil du radiotélescope géant SCA. Donc Catherine, pourquoi le télescope spatial James Webb? Bonjour à tous, merci pour votre intérêt. C'est une longue histoire, mais je vais la faire courte parce que sinon François ne sera pas content. La première chose que je veux dire, c'est que pour étudier l'univers, nous ne nous contentons pas des observations que nous pouvons faire dans la lumière que nous pouvons voir, la lumière visible. La lumière visible, c'est la lumière qui est évidemment adaptée au maximum de l'émission du Soleil, notre Soleil qui est à une température de 6000 degrés en surface. Mais il y a des lumières à des longueurs d'onde très différentes, beaucoup plus courtes, rayons X, rayons gamma,
ultraviolets avant, et puis beaucoup plus longues qui vont jusqu'aux ondes radio. Mais juste à côté de la lumière visible, juste là où on ne peut plus voir, il y a un domaine qui s'appelle l'infrarouge. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui essentiellement. L'infrarouge, c'est donc pour ceux qui veulent les chiffres, de 0,7 microns à peu près 100 microns. Et on distingue l'infrarouge proche, jusqu'à 5 microns, puis l'infrarouge moyen jusqu'à peu près 30 microns, et ensuite l'infrarouge lointain de 30 à 100 microns. Et aujourd'hui, vous verrez, c'est l'infrarouge moyen qui aura la vedette. Qu'est-ce qu'on pouvait déjà dès le début s'attendre à voir dans l'infrarouge ? Eh bien, des choses justement moins chaudes que des étoiles comme le Soleil. Dans l'infrarouge, on va observer un univers tiède, on peut dire. Des objets tièdes dans l'univers, il y en a beaucoup. Il y a par exemple les étoiles plus petites, les étoiles très évoluées aussi, finalement s'étendent beaucoup et finissent par n'être vues que dans l'infrarouge, ou mieux dans l'infrarouge. Les étoiles et les planètes en formation, au sein de nuages de gaz et de poussière, ne peuvent se voir que dans l'infrarouge. Et puis, de nombreux corps du système solaire également. Et finalement, depuis 1995, on sait qu'il existe des planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. Nous les appelons les exoplanètes. Et elles aussi, évidemment, c'est dans l'infrarouge qu'il faut les étudier. Voilà pourquoi aller dans l'infrarouge. Et comment faire ça ? Eh bien, le problème, c'est que notre atmosphère aussi, elle est tiède, en utilisant les termes dont je parle, et donc elle émet de l'infrarouge. Et par ailleurs, l'infrarouge qui nous vient du ciel est absorbé dans certaines parties du spectre par l'atmosphère aussi. Donc si on essaye de faire ces observations depuis le sol, d'abord on est gêné par un bruit de fond terrible, et puis ensuite il y a toutes des parties qui disparaissent. Alors on peut en faire quand même, et on fait des choses très intéressantes depuis le sol, mais on voit bien que le grand domaine pour faire de l'astronomie infrarouge, c'est d'aller dans l'espace. Alors ceci a été fait pour la première fois en 1983, avec un satellite qui s'appelait IRAS, qui avait été développé par les Néerlandais, les Anglais et les Américains, et qui, en fait, s'est contenté de balayer le ciel. Il a balayé tout le ciel, donc avec une faible sensibilité, et dans 4 couleurs de l'infrarouge, à 4 longueurs d'onde différentes. Évidemment, c'est la première fois qu'on le faisait, donc on pouvait s'y attendre énormément de résultats, énormément de surprises. Je vais juste en citer 2. On avait vu qu'il existait des galaxies qui nous avaient semblé pas tellement lumineuses que ça, comme on les avait toujours vues dans le visible. Et dans l'infrarouge, elles devenaient très lumineuses et même extrêmement lumineuses, jusqu'à être finalement parmi les objets les plus brillants de l'univers, comparables, pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est, aux quasars, qui ont un énorme trou noir en leur centre. Un autre exemple qui me semble très intéressant, c'est qu'on a observé que certaines étoiles avaient autour d'elles une espèce de disque qu'on voyait sur la tranche, qu'on appelle des disques protoplanétaires, et on s'est dit, c'est bien comme ça que se forment les planètes. C'est la première fois qu'on voyait que c'était dans des disques. Bon, énorme succès d'IRAS 1983. Alors évidemment, tout le monde a voulu aller faire ça beaucoup mieux, et on a décidé de faire des vrais observatoires infrarouges. Donc il y a eu une succession d'observatoires infrarouges. Les Européens et les Américains s'y sont mis, on voulait le faire tous les deux. Alors un observatoire, ça veut dire qu'on met un télescope, on met des instruments et on peut rester aussi longtemps qu'on veut et faire ce qu'on veut sur chaque objet. Dans la course qui s'est lancée, c'est les Européens qui ont gagné, c'est donc le satellite ISO dont on a parlé, qui est un satellite européen qui a emmené la caméra ISOCAM et qui emportait pour la première fois des détecteurs qui étaient des matrices de détecteurs qui permettait donc de faire une imagerie bien meilleure que ce que pouvait faire IRAS. Et ISOCAM en avait une, mais qui n'avait que 1000 pixels par 1000 pixels. Donc c'était complètement pionnier. ISO a quand même fait des découvertes très importantes, comme le fait qu'il y avait beaucoup plus de ces galaxies lumineuses dans l'infrarouge lorsqu'on allait plus tôt dans la vie de l'univers, ou bien qu'il y avait en fait de l'eau partout. ISO a trouvé qu'il y avait de l'eau partout. Mais ça, ce ne sera pas trop le sujet aujourd'hui. Bon, donc par la suite, les Américains, évidemment, ont répondu à leur tour, et comme c'était 8 ans plus tard, ils ont fait un télescope beaucoup plus évolué, avec un nombre de pixels dans leur détecteur qui tournait autour de 11 000, et ont pu avancer énormément dans ces études, et par exemple aller plus loin, plus tôt dans la vie de l'univers. Et ensuite, c'était le tour des Européens, qui ont fait
parce que l'américaine faisait 85 cm et les européennes en faisaient de 3,50 m, mais qui n'était voué qu'à l'infrarouge lointain, qui a fait énormément de découvertes très importantes, mais laissant donc plein de choses encore plus importantes, encore plus excitantes à faire dans l'infrarouge lointain et proche, et c'est ce que va faire Webb. Donc Webb, c'est le plus ambitieux de tous, il faut une grande surface collectrice, parce qu'on veut observer en beaucoup de détails des objets dont quelques-uns sont très lointains et par conséquent très peu lumineux. Donc vous savez, si vous voulez ramasser de l'eau de pluie, vous prenez un grand seau, si vous prenez un petit seau, vous n'en aurez pas beaucoup. Donc voilà, 6,50 m, c'est énorme. Et puis là, les pixels dans les détecteurs, c'est de l'ordre du million pour certains instruments et de 4 millions pour les autres. Alors c'est pour vous dire. Et donc il y a en fait 4 thèmes principaux et on va l'entendre parler rapidement. Donc je vais juste les évoquer. Donc le premier qui a été donné comme thème principal, c'est on veut remonter dans la vie de l'univers, on veut étudier l'aube de la formation des étoiles et des galaxies. Alors pourquoi on fait ça dans l'infrarouge? Parce que comme l'univers est en expansion, les étoiles et les galaxies qui émettaient très tôt dans la vie de l'univers ont envoyé une lumière qui était dans le visible ou l'ultraviolet, mais qui a été étirée par l'expansion de l'univers et que nous pouvons observer dans l'infrarouge. Donc, grand point. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y a énormément d'intérêt pour comprendre l'évolution des galaxies tout au long de la vie de l'univers. Grâce maintenant Spitzer avait déjà pu montrer qu'on pouvait étudier des atmosphères d'exoplanètes dans ces longueurs d'onde-là, et là, on va faire un travail absolument formidable. Et puis, finalement, le cycle de vie des étoiles et de la matière. Voilà. Donc, évidemment, vous verrez aujourd'hui si le pari est tenu. Merci beaucoup Catherine. Tu peux venir t'asseoir avec nous sur la table ronde. Donc on va passer maintenant dans un mode table ronde et avec un certain nombre de participants que je vais vous présenter. Donc nous avons d'abord Émilie Abar, tu es astrophysicienne, maître de conférence à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Tu étudies notamment les nuages de matière interstellaire et les disques protoplanétaires. Et concernant notre sujet du jour, tu es co-responsable d'un premier programme d'observation du James Webb visant à explorer la nébuleuse d'Orion, qui est la pouponnière d'étoiles la plus intéressante et la plus proche de notre Soleil. Ensuite, nous avons Daniel Rouen, qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris, au LESIA, qui est aussi membre de l'Académie des sciences, et qui est un des pionniers, un des grands développeurs de l'astronomie infrarouge. Donc tu t'es intéressé à toutes sortes d'objets, depuis les planètes autour des autres étoiles, les exoplanètes, jusqu'aux galaxies ailleurs, aux galaxies lointaines. Alors je dois dire que tu remplaces à la toute dernière minute un autre astrophysicien, David Elbaz, qui malheureusement, pour ceux qui sont des fans de David, a été testé positif au Covid et qui a dû annuler sa visite, sa venue ce matin. Donc on te remercie beaucoup d'improviser de ta participation. Mais bon, Daniel est très connu et en particulier il connaît tout puisqu'il est célèbre dans notre milieu car il était très longtemps directeur de l'école doctorale, donc formateur de tous les astrophysiciens de la région. Enfin, nous avons Pierre-Olivier Lagage. Tu es chef du département d'astrophysique du CEA à Saclay et surtout depuis 25 ans tu as été alors directement impliqué dans la construction du télescope James Webb en tant que co-responsable d'un des 4 instruments, un des 4 œils, qui est au foyer de ce télescope prodigieux, donc l'instrument MIRI, et alors tout particulièrement dans cet instrument, la composante imageur, coronographe, spectrographe de basse résolution, qui a été conçu et réalisé donc au CEA à Saclay. Et dans ce contexte, tu t'intéresses particulièrement aux exoplanètes. Je vais te donner la parole parce qu'on va commencer par toi. En fait, la question qui nous brûle les lèvres, c'est comment on devient responsable d'un engin pareil, et en particulier d'un des instruments du James Webb. Comment on le devient et comment on le reste? Parce que, comme tu l'as dit, c'est une longue route sinueuse. Comment on le devient? Eh bien, j'ai Catherine à côté de moi et elle en est la responsable principale puisque c'était ma directrice de thèse. On faisait une thèse théorique sur un rayonnement cosmique et quand Catherine s'est dirigée vers l'infrarouge en étant PI de la caméra infrarouge, elle m'a dit « Tiens, mais pourquoi on ne ferait pas des petites observations avant Solf, construire une petite caméra pour se faire en gros la main ?»
Donc j'ai vu les caméras au sol. Au début, c'était sur un télescope de 3,60 m. Puis, comme ça a bien marché, il y a eu ISO. Puis, on a fait une caméra sur le VLT, l'un des 4 grands télescopes au sol. Et là, j'ai vu la différence entre sol et espace. Au sol, on peut mettre des très grands télescopes, et à ce moment-là, on a une très bonne résolution spatiale. On peut voir des détails fins autour d'objets. C'est le phénomène de diffraction. Au plus le télescope est grand, au plus le diff. Mais dans l'espace, comme l'a dit Catherine, on a une très grande sensibilité. Donc j'avais cette double vision, sensibilité et résolution angulaire, résolution spatiale. Et quand il y a eu le James Webb, je me suis tout de suite dit, mais c'est ça qu'il faut, un grand télescope dans l'espace qui donne à la fois la sensibilité et la résolution angulaire, la résolution spatiale. Et cet instrument n'était pas à l'époque un instrument figé pour le JWST. C'était potentiellement un tel instrument. C'était pas du tout sûr. Il y avait 3 instruments dans l'infrarouge proche qui allaient dans les longueurs d'onde visibles jusqu'à 5 micromètres en longueur d'onde, et éventuellement un instrument pour aller plus loin en longueur d'onde. Pourquoi il n'y avait pas un tel instrument? Parce que c'était compliqué de le refroidir. Les instruments infrarouges doivent être, comme Catherine l'a dit aussi, relativement froids pour ne pas émettre eux-mêmes de la lumière et gêner les observations. Et au plus on va dans l'infrarouge lointain, au plus il faut que le télescope et l'instrument, enfin surtout l'instrument, soient froids. Or, MIRI, il fallait le refroidir de façon active. Les autres instruments peuvent être refroidis passivement, c'est-à-dire on les met dans l'espace et ils se refroidissent jusqu'à une température qui permet d'observer. À condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de rayonnement du soleil qui les chauffe. C'est pour ça que dans le JWST, il y a un très grand écran pour protéger le télescope du rayonnement. Donc c'était compliqué technologiquement, et de façon astrophysique, l'un des buts, c'était vraiment d'aller voir plus loin, et l'infrarouge proche permettait déjà d'aller voir plus loin. Donc il y avait ce double écueil, à tel point qu'un jour, je me souviens très bien, j'étais à l'ESTEC, c'est l'ESA, hein, et j'ai discuté avec un collègue qui me dit « Mais pourquoi tu travailles sur ça? Il n'y aura jamais d'instrument infrarouge moyen sur ce télescope !» Comme je suis quand même quelqu'un d'un peu têtu et que j'avais cette vision scientifique, c'était profondément, j'étais convaincu qu'il fallait un tel instrument pour la science. Et c'est ça qui m'a porté pendant toutes ces années. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, je me dis « Mais non, ça va se résoudre, il y a tellement de science à faire !» Et en effet, il y a eu des phénomènes, enfin des moments très difficiles, par exemple en 2011, où le télescope, compte tenu de son coût qui augmentait, hein, au départ c'était moins d'1 milliard même, et maintenant à la fin c'est 10 milliards. Le timing aussi, ça a explosé complètement, mais il y avait toujours la science qui était là, et c'est la science qui a prévalu toujours. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé au moment du lancement. Oui, on aura envie de te demander tous les détails des étapes, parce qu'on imagine les énormes, il y a quand même du monde qui a travaillé là-dessus, donc des grandes réunions avec tous les participants. Enfin bon, on n'aura pas le temps. Mais quand même, oui, tu as raison, tu parles du lancement, c'est vrai on aura envie de... on aura envie de savoir quelle émotion ça fait après 25 ans de travail. Oui, et bon, je dois dire aussi, toujours avec le soutien du CNES, hein, tous nos projets sont faits avec le CNES. Et donc, j'étais là-bas, et j'avais jamais été voir un lancement. Je m'étais toujours réservé pour le JWST. Et ça a été vraiment un moment fabuleux. Mais la veille, ça je ne l'ai jamais raconté, mais j'ai fait un cauchemar, parce que on me disait toujours, il y a un risque, etc. Et je disais, non, il n'y a pas de risque, tout a été fait pour que ça marche. Et la nuit, j'ai fait un cauchemar, je me dis, d'abord, je ne me réveille pas à l'heure pour voir le lancement. Deuxièmement, je vois la fusée qui... Bon, bref. Mais le jour, tout s'est excellemment bien passé. Et franchement, faut tirer un chapeau à Ariane Espace, au CNES, là-bas à Kourou, parce que ça a été, comme il a été dit, un vol parfait. Mais quelles conséquences ça a d'avoir un tel vol? C'est qu'il y avait du combustible qui avait été réservé pour des ajustements de trajectoire. Il n'a pas été utilisé, ce qui fait qu'on devait avoir des réserves pour 10 ans, et on en a pour 26 ans.
Donc on espère que le JWST va durer 26 ans. Il y aura peut-être d'autres effets, les micrométéorites, on pourra en parler, enfin, etc. Mais ça, c'était une première satisfaction. Et j'étais fier pour l'Europe, pour le CNES déjà. Il y avait les États-Unis qui étaient là, qui ont vraiment souligné le caractère international et l'apport essentiel de l'Europe. Bon, non seulement pour Ariane, mais aussi au niveau des instruments, et notamment l'instrument MIRI et un autre instrument fait par l'ESA, par l'Europe. C'est vrai que j'ai entendu des collègues de la NASA dire « Mais comment vous faites les Européens pour avoir une injection dans l'espace aussi précise ?» Je crois que les Européens, des fois, ils se demandent comment ils ont fait eux-mêmes, tellement c'était parfait. Ils l'ont bichonné, hein. Ils l'ont vraiment bichonné. Vous voulez ajouter quelque chose, Catherine ? Oui, je voulais juste dire qu'un mot. Il y avait une inquiétude supplémentaire, puisque vous savez que ce fameux miroir de 6,50 m, c'est évidemment beaucoup trop grand pour la coiffe d'Ariane. Donc il était plié comme ça. Et puis il fallait, au bout de pas mal de temps, le déployer un petit peu comme une chrysalide qui sort, un insecte. Et moi, qui n'étais pas impliquée, j'étais morte de trouille que ça ne marche pas. Et en plus, du coup, c'est une trouille qui a duré longtemps, jusqu'au moment où ils l'ont fait. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours, voilà. Donc 10 jours de souffrance pour voir que non seulement ils ont réussi, mais en plus, vous savez, ce miroir, il doit avoir des dimensions d'une précision diabolique. Et là aussi, le pari est tenu. Je tiens à dire que là, on fait quelques questions entre nous, et puis on garde du temps pour des questions dans le public. Donc si vous avez des questions, notez-les dans votre tête, et puis il y aura le temps pour quelques questions. Le micro circulera. Mais avant de parler des résultats, j'ai envie de me tourner vers Émilie, parce que tu n'as pas construit, tu n'as pas contribué à développer le James Webb, mais tu es maintenant, je l'ai mentionné, co-responsable d'un des premiers grands programmes d'observation. Et donc la question est bête, mais comment on devient astronome du James Webb ? Eh bien, c'est comme pour les observatoires terrestres. Le temps d'observation et les instruments qui sont à bord du JWST sont mis à disposition de tous les astronomes du monde entier qui demandent du temps en soumettant des programmes à des comités d'experts, nos confrères, et qui vont accepter ou refuser ces programmes. Et pour le JWST, ce temps ouvert à la communauté est très important. Il représente plus de 80% du temps. Oui, mais tous les astrophysiciens du monde veulent avoir du temps sur le James Webb. C'est tellement supérieur. Oui, mais alors, évidemment, il y a une forte compétition. Et il y a environ 5 ans, il y a eu un appel pour les premiers programmes d'observation qui se devaient de montrer les capacités scientifiques des 4 instruments. Et sur la centaine de propositions, il y en a 13 qui ont été sélectionnées sur des thématiques très diverses, allant des premières galaxies aux exoplanètes, à Jupiter et ses lunes. Et il y en a un qui est co-dirigé entre la France et le Canada, et aussi 18 autres pays, hein, c'est vraiment des grandes collaborations, beaucoup de travail, et qui portent sur l'étude de la matière interstellaire sur laquelle je travaille. On va en reparler. Voilà. On va parler des sciences, mais on va commencer par ce pourquoi, finalement, historiquement, le télescope James Webb a été conçu. C'est-à-dire qu'on allait dans l'infrarouge thermique pour regarder très loin dans le temps, à l'époque où les galaxies étaient quasiment dans l'infrarouge. Alors, on avait prévu que David nous raconte ça, mais c'est aussi ta science, Daniel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu si, à ce sujet, donc on parle finalement de ce qui fascine tout le monde, l'aube de l'univers. Bon, au début, on voit rien, tout est opaque, puis on commence à voir des premières galaxies se former, les premières étoiles. Donc évidemment, on est là il y a plus de 13 milliards d'années, à l'aube de l'univers. Et jusqu'à présent, on était un petit peu aveugle. Alors, est-ce qu'il y a des premières... on arrive à voir des choses maintenant, est-ce qu'il y a des surprises ? Alors oui, il y a des surprises, mais peut-être quelques mots avant quand même dire que effectivement, tu l'as dit, c'était vraiment l'objectif premier du James Webb, c'est cet univers profond. Hein. Et il y a la première conférence, je crois que c'était en 89, pensait déjà à l'après Hubble télescope et a défini un peu ce que devait être ce James Webb, alors donner des grandes dimensions, l'infrarouge, etc. Alors oui, c'était l'objectif. L'objectif est vraiment initial, très très fort, on va dire, alors que depuis se sont greffés beaucoup d'autres objectifs passionnants aussi. Donc, pour revenir à ta question, oui, il y a des surprises, ça c'est clair. Par exemple, une des surprises, c'est qu'on a déjà découvert, et pourtant les observations commencent à peine, mais découvert beaucoup plus de galaxies qu'on ne le pensait. En gros,
l'univers est devenu neutre et sombre, on va dire, au bout de 400 000 ans à peu près, après le Big Bang. Et puis, c'est passé toute une phase qu'on appelle l'âge sombre, avant que les premières étoiles naissent et commencent à ioniser l'univers, c'est-à-dire à nouveau à arracher, on va dire, la lumière arrache des électrons aux atomes d'hydrogène et forme donc du plasma en particulier. Et donc, disons, la naissance des premières étoiles. À partir des observations de Hubble, on avait un modèle qui nous disait que ça devait se faire un peu plus tard, relativement tard, non, c'est pas le mot, mais disons, un peu avant le milliard d'années. Et puis, non, manifestement, les observations montrent qu'il y en a beaucoup plus tôt. On arrive à remonter plus profondément. C'est le but même d'une James Webb en travaillant en infrarouge. Ça a été expliqué par Catherine, c'est-à-dire la lumière de ces objets très très lointains est décalée naturellement simplement par l'étirement des longueurs d'onde dues à l'expansion de l'univers, donc décalée vers l'infrarouge. Et donc le James Webb est particulièrement capable de mesurer ce décalage. Et on a découvert, par exemple, je crois, la galaxie la plus lointaine, je ne vais pas dire bêtise, mais je crois qu'on en est à ce qu'on appelle un Z égale à 12, ce qui est déjà très supérieur à ce qu'on pouvait faire avec le Hubble Space Telescope, qui était limité à peu près à Z égale Z. Et bien pourtant, en allant beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, on s'est aperçu donc qu'il y avait beaucoup plus de galaxies, ce qui était vraiment une chose très 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 surprenante. Ça, c'est un premier point. Et puis la deuxième surprise, manifestement, c'est que ces galaxies, en tout cas un certain nombre d'entre elles, même une forte proportion d'entre elles, sont déjà des galaxies spirales. Et ça, on ne s'y attendait absolument pas. Le Hubble nous disait que toutes ces galaxies très lointaines, on pensait qu'elles étaient un peu irrégulières, avec des petits grumeaux, etc. Les performances de Hubble n'étaient pas suffisantes pour voir le fond de ces galaxies. Et en fait, on découvre que ce sont des galaxies spirales. Ces petits grumeaux, en fait, ce sont des régions de formation d'étoiles. Et ça, c'est une surprise complète. Vraiment, les modèles ne prévoient pas du tout qu'on ait déjà ces structures qui tournent. Alors bien sûr, les théoriciens sont déjà engagés là, ont déjà des idées, ils vont faire des propositions, mais voilà. Donc deux grandes surprises. Ça peut carrément créer une révolution théorique, sur une compréhension de ce qui se passait. Ce qui est sûr, oui, tout à fait, parce que alors on parle de la formation des galaxies, de la formation des premières étoiles. D'abord, les premières étoiles, on pensait que elles se formaient, elles étaient extrêmement massives, mais que assez rapidement, elles produisaient ce qu'on appelle des métaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas hydrogène et hélium, et que donc ensuite l'évolution, la formation des générations suivantes, et peut-être qu'Émilie en parlera, disons, correspondrait à des étoiles plus classiques, plus proches de celles qu'on connaît, disons, de plus petite masse. On avait bien théorisé toutes ces choses-là, on découvre que, et on pensait donc que ces étoiles, je dirais, un peu plus normales, un peu plus proches de celles qu'on connaît dans notre galaxie, allaient se former plus tard. Eh bien non, elles se sont formées déjà aussi plus tôt, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de points, et ça rejoint la cosmologie, nécessairement. Donc ce mélange de cosmologie, de théorie de formation d'étoiles, comment on alimente aussi les galaxies avec du gaz froid venant du reste de l'univers, tout ça, voilà, c'est un champ qui s'ouvre, qui est passionnant. Alors j'imagine que les théoriciens, dans ce cas-là, quand il y a des nouvelles observations qui disent que ce qui a été observé avant était faux, ils sont à la fois furax, ils disent, vous nous avez dit qu'avec le Hubble que c'était comme ça, et puis, mais ils doivent être surexcités, parce que là tout d'un coup il faut tout recommencer les théories de comment l'aube de l'univers, c'est quand même vraiment très intéressant. Alors, on va tout de suite bouger. Donc là, on était à plus de 10 milliards d'années, on va dire, ou plus de 13 milliards d'années quasiment. Jusqu'à même, oui, c'est ça, 200 millions d'années après le Big Bang. Et alors là, on est obligé de faire un saut, de se rapprocher considérablement, parce que quand on n'est pas astrophysicien, et moi je l'ai longtemps pas été, à la base je suis océanographe, je dois vous dire, eh bien, on se confond parfois des distances où on voit des extragalactiques, les galaxies sont à des milliards d'années-lumière, parfois des centaines de millions, des millions d'années-lumière ou plus proches. Mais là maintenant, on va dans notre banlieue proche, donc dans la galaxie, à quelques milliers, centaines d'années-lumière. Quand on regarde les panneaux, et vous connaissez tous les images du James Webb, parmi les images les plus belles en astrophysique, c'est vrai depuis toujours, ce sont donc ces nébuleuses interstellaires où il y a des gaz de poussière, on voit des piliers, des couleurs incroyables. Alors donc, et en fait, je sais que Émilie, c'est ta spécialité. Et avant même de parler du résultat du James Webb, je veux bien que tu nous expliques pourquoi la nature
crée des objets aussi incroyables, des sculptes, des piliers, avec de la poussière, avec multiples couleurs comme ça. Ce qui sculpte ces structures, ce sont les jeunes étoiles massives, extrêmement massives, hein, extrêmement lumineuses, hein, parfois 100 000 fois plus lumineuses. Donc on a au départ un nuage de poussière et de gaz. Alors, il y a un truc qui s'effondre, et ce qui commence, c'est les étoiles supermassives qui s'allument les premières. Voilà, alors, dans de gigantesques nuages interstellaires, hein, qui font plusieurs centaines d'années-lumière, les étoiles massives se fondent, en effet, par effondrement gravitationnel de ces nuages. Et quand les réactions thermonucléaires s'allument au centre donc, de l'étoile, les étoiles émettent un rayonnement dans le domaine ultraviolet hyper puissant et aussi des vents qui chauffent la matière environnante et dispersent par le phénomène d'érosion, un phénomène de photoévaporation, dispersent le nuage parent qui leur a donné naissance. C'est un peu terrible, mais c'est comme ça. Dans ces images, hein, donc, on voit surtout donc, ces piliers, et ces piliers, en fait, ce sont les structures très denses qui résistent donc, à la photoévaporation. Qu'est-ce que le James Webb permet de redécouvrir? On avait des belles images avec Hubble, on a des images incroyables avec le James Webb, mais scientifiquement, j'imagine qu'il y a des découvertes associées à ces nouvelles images. Oui, alors juste un point donc, sur les images qu'on avait avec Hubble. Donc avec Hubble, on voyait notamment des différences de couleur ou de luminosité, et ces différences, hein, elles montrent des contrastes en fait dans de conditions physiques très fortes. Hein. Il y a dans les images que vous voyez des nébuleuses, on a des régions extrêmement chaudes, hein, à plus de 10 000 degrés, et des régions extrêmement froides, à moins 250 degrés, dans lesquelles les étoiles comme notre Soleil et les systèmes planétaires peuvent se former. Et alors, avec le JWST qui observe dans l'infrarouge, on a pu lever le voile sur ces nébuleuses, voir à travers les couches de poussière et notamment avoir accès à la structure interne de ces nébuleuses dans lequel donc, les étoiles et les planètes peuvent se former. Et ce qui est vraiment spectaculaire hein, pour nous, c'est d'avoir accès en fait à toutes les échelles spatiales. C'est-à-dire qu'on a notamment dans les images NIRCam hein, les échelles spatiales des nébuleuses, donc qui font quelques années-lumière, et à la fois les toutes petites échelles spatiales, donc de l'ordre, enfin toutes petites, quelques dizaines d'unités astronomiques. C'est l'échelle d'un système planétaire. Voilà, l'échelle d'un système planétaire. Ouais. Et ça, c'est la première fois qu'on a accès à toutes ces échelles. D'ailleurs, quand on regarde les images, on s'y perd, parce qu'on va de grandes à petites. Et il y a deux résultats qui sortent un peu là, de notre programme. Le premier, c'est que la structure interne des nébuleuses est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Et notamment, la zone de transition, on passe de la zone chaude à la zone froide, est beaucoup plus abrupte que ce que prédisaient les modèles. Et ça, c'est important de cartographier cette région parce que on veut comprendre comment, notamment, se forme le gaz moléculaire dense et froid, qui est le carburant premier pour former des étoiles. Voilà, ça c'est le premier résultat. Il y a un deuxième résultat, c'est que à la surface, et un peu plus à l'intérieur de ces nébuleuses, on détecte un grand nombre de petites sources compactes qui sont des jeunes étoiles et des systèmes planétaires en train de naître. Des sources de lumière infrarouge. Oui, sources de lumière infrarouge. Et il y en a notamment un qu'on a pu étudier, suivre en détail. Et on a pu notamment étudier l'enveloppe autour de ce système et montrer que dans cette enveloppe, il y avait en très grande abondance des tout petits grains carbonés, de la taille donc, du nanomètre. Hein. Et ces petits grains carbonés, qui sont a priori comme ça... Voilà, inutile, en fait, absorbe de façon très efficace le rayonnement ultraviolet. Et donc, quelque part, protège le système, et notamment le disque protoplanétaire dans lequel les planètes se forment. Donc, si ces particules n'étaient pas là, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, le disque serait très rapidement photoévaporé et les planètes ne pourraient pas se former. Ah,
Donc, sans ces particules, on pourrait imaginer finalement, rétrospectivement, on se rend compte que on sait maintenant qu'il y a beaucoup de planètes autour des autres étoiles, mais ça n'avait rien d'évident. Il y aurait pu, sans ces petites particules, heureusement, on apprend que ces petites particules permettent aux planètes de se former, sinon il y aurait rarement des planètes autour des autres étoiles. Ouais. En tout cas, dans les environnements d'étoiles massives. Ah oui, mais c'est souvent là que ça se passe. Voilà, c'est souvent là que ça se passe, et on pense, peut-être que le système solaire s'est formé dans un environnement semblable à ces régions-là. Merci. Alors, on se rapproche encore un tout petit peu, à peine. On reste dans notre autour des étoiles voisines dans notre galaxie, et on va parler donc de ce dont on parlait à l'instant, des exoplanètes, des planètes autour des autres étoiles. Donc, on les a détectées depuis 1995, donc déjà c'est assez récent. Mais par contre, ce qu'on commence à peine à faire, et ce qui est vraiment difficile, c'est de comprendre leur nature et de caractériser leur atmosphère. Et donc, le James Webb, qui est quand même un nouvel instrument, qu'est-ce qu'il peut faire pour observer les atmosphères? Oui, je pense que c'est un autre sujet majeur du WST, du James Webb. Alors, il y a deux façons pour observer ces exoplanètes. Alors, la première façon, c'est de faire des images, mais l'étoile est beaucoup plus brillante que l'exoplanète. Donc, il faut atténuer l'émission de l'étoile. Et ça, on le fait avec ce qui s'appelle un coronographe. Et on a ici, avec Daniel Rouen, l'inventeur d'un coronographe très spécial, à masque de phase, qui permet d'aller voir très très proche des étoiles. Et on a eu la possibilité de le mettre, c'était en 2000, de le mettre sur le JWST. Donc l'instrument MIRI du JWST a ces coronographes très innovants, et on les a utilisés pour observer par exemple un système qui s'appelle HR 8799 avec 4 exoplanètes, et on les a vus pour la première fois dans le domaine de l'infrarouge moyen, ce qui est vraiment une première de voir un système planétaire. On les voit les 4. Carrément, les 4. On les voit les 4. On n'était même pas sûr de voir la dernière. Alors, avant d'arriver à ça, on a eu quelques suées froides lors de la recette sur le ciel du télescope, puisque j'étais au... Donc ça, c'est après le lancement, quoi. C'est dans les 6 mois. Dans les 6 mois, MIRI a été le dernier, c'était en juin, à faire les tests de performance. Et quand on a testé ces coronographes, normalement, on doit mettre l'étoile pile au centre. Et comment on reconnaît le centre? C'est parce qu'il y a 4 cadrans, et dans ces cadrans, on voit une zone sombre qui permet de dire, voilà le centre. Et quand on a mis sur le ciel, qu'est-ce qu'on a vu? Une zone sombre, une zone brillante. Alors là, ça a été la surprise, la pression pour comprendre, etc. On est remonté tout en haut. Tout n'était pas parfait. Tout n'était pas parfait, mais grâce à des modélisations faites au LESIA, on a pu déterminer ce centre, et finalement, en prenant un fond, on peut l'enlever. Mais pour dire qu'il y a quand même eu quelques sueurs froides lors de la recette sur le ciel. Donc ça, c'est la première méthode, et qui marche bien, mais c'est limité à des étoiles géantes, des planètes géantes qui sont jeunes et assez loin de leur étoile. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle la méthode du transit, c'est-à-dire que quand une planète passe entre l'étoile et nous, il faut avoir la chance de voir le système par la tronche. Voilà, elle cache un petit peu de la lumière de l'étoile, et on voit une toute petite diminution de l'intensité. Et on voit pendant la durée du transit, on appelle ça un transit, cette petite diminution. Alors ça, c'est une méthode pour détecter, mais s'il y a une atmosphère, et si dans cette atmosphère, il y a des molécules, les molécules arrêtent aussi la lumière de l'étoile dans des bandes très spécifiques de l'infrarouge. Et il faut un instrument qui fasse de la spectroscopie pour décomposer la lumière, pour voir ces bandes qui sont absorbées, qui absorbent ces molécules qui absorbent les lumières. Donc on est en train de déterminer la composition moléculaire des atmosphères. Alors pourquoi on fait ça? Il y a d'abord pour mieux comprendre l'origine, la formation des exoplanètes, puisque l'atmosphère garde des traces de là où ça s'est formé dans le disque. Donc en ayant le rapport carbone sur oxygène, enfin on peut en déduire des aspects sur l'origine de ces exoplanètes. On veut aussi comprendre la physique dans ces atmosphères, parce que c'est important de bien connaître la physique et la chimie. Et les premières observations ont mis en évidence une composante
SiO2 qui n'avait pas été prévu. Donc on a commencé par voir du CO2, on s'est dit, oh bah, ça colle, c'est exactement les modèles. Bon. Et puis on a dit, ah mais il y a un petit quelque chose là autour, là. Qu'est-ce que c'est que ce petit quelque chose? Oui, c'est significatif. Eh bien, il a fallu que les théoriciens se penchent là-dessus et ont fait des modèles en prenant en compte la lumière de l'étoile qui dissocier les molécules qui se recombinaient pour donner justement ce... Donc ça, c'est sur l'espèce de Saturne qui a fait la une des journaux, enfin pour les spécialistes. C'est WASP-39, c'est ça? C'est WASP-39b. Ouais. Ça, on en a pas mal parlé. Ouais. Voilà. Mais encore plus intéressant, surtout de mon point de vue, c'est d'aller vers des planètes rocheuses. Et observer ces planètes rocheuses. Bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Okay. On a fait un tour rapide finalement, mais le temps passe très vite. Donc on a là quelques minutes pour prendre des questions dans le public. Bonjour. En fait, tous ces appareils détectent des écarts de luminosité d'intensité. Si je comprends bien comment ils fonctionnent, ils produisent des écarts d'intensité entre deux points de l'univers. Et ils sont donc en noir et blanc, monochrome. Comment est fait la transposition de cette image monochrome dans ces images couleurs? C'est une bonne question. Pierre-Olivier, tu veux dire un mot? Alors, d'abord, c'est de la lumière infrarouge. Donc, on ne peut pas la voir avec nos yeux. Donc, on parle d'images en fausse couleur. Donc toutes les images qu'on voit à l'écran, c'est des fausses couleurs. Oui, c'est-à-dire, il y a différents filtres, comme dans le domaine visible. Dans le domaine infrarouge, il y a plusieurs filtres. Donc il n'y a pas que du noir ou du blanc. Il y a toutes les couleurs par les filtres. Et on attribue à une couleur d'un filtre infrarouge une couleur visible, pour qu'on la voie avec nos yeux. Donc c'est comme ça qu'on fait des fausses couleurs. J'avais lu que pendant très longtemps, cette palette de couleurs avait été déterminée par les Américains à partir de la palette des impressionnistes américains. Donc, ce qui donnait un résultat d'image très différent. Et il y a une manifestation très claire. Il y a 20 ans, les photos de la planète Mars étaient rouges. Aujourd'hui, elles ont quasi des couleurs terrestres. Donc, le choix de cette palette de couleurs transforme complètement, en tout cas au moins la lecture grand public, et probablement la lecture scientifique de ces images. Donc c'est là où, pour moi, il y a quelque chose de très important. Alors, si on parle de planète, je peux commenter. Ce qui se passe, par exemple, sur Mars, c'est qu'un appareil photo, bêtement, il serait très orange. Après, on peut prendre les photos telles que verrait l'œil humain qui s'adaptent, qui fait ce qu'on appelle la balance des blancs. Vous connaissez tout ça. Et j'ai déjà fait des tests dans des environnements avec une lumière très orange comme on a sur Mars. La lumière est assez orange sur Mars à cause de la poussière. Et enfin, beaucoup des images qui sont produites, qu'on trouve sur les sites web, sont des images où on a augmenté le contraste pour aider les géologues à distinguer les roches. Donc il n'y a rien de triché, c'est pas une question d'impressionniste, c'est de la science. Non, mais on va revenir sur le James Webb. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à l'observation justement des atmosphères des planètes rocheuses. Est-ce qu'il y en a qui sont prévues bientôt? Si oui, quand? Eh bien, ça a déjà eu lieu. Je veux le dire, mais on ne peut pas encore en parler trop. C'est prometteur. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a une atmosphère? Donc ça, et comment on peut le voir un peu? S'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de redistribution d'énergie. Alors, il faut commencer par dire que ces exoplanètes rocheuses sont très proches de leur étoile, celles qu'on détecte, et elles ont toujours la même face qui voit l'étoile. Donc, il y a une face qui est chauffée et une face qui est non chauffée. Quand il y a une atmosphère, il peut y avoir redistribution d'énergie. S'il n'y a pas d'atmosphère, ce qui est possible avec l'atmosphère initiale a été évaporée, à ce moment-là, on voit une face beaucoup plus chaude que s'il y avait redistribution. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder sur plusieurs systèmes, dont un système qui me tient à cœur, c'est TRAPPIST-1b. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une détection de l'émission de l'exoplanète autour de TRAPPIST. Il y en a 7, c'est la plus proche, B et C. Et on ne l'a pas vu en transit, mais on regardait ça en éclipse, c'est-à-dire quand l'exoplanète passe derrière, on ne voit plus le flux qu'elle émet. Quand elle était à côté, on avait étoile plus exoplanète. Derrière, on n'a plus qu'étoile. On fait la différence. Bon, c'est un peu plus compliqué ça, mais on fait la différence et on a l'émission de l'exoplanète.
Si je peux me permettre juste d'ajouter, tu as mentionné TRAPPIST 1b, alors c'est un système planétaire qui a été découvert par une équipe belge, d'où le nom TRAPPIST, en hommage à la tradition belge. Et c'est un système unique. Si vous vous intéressez au James Webb, vous allez beaucoup en entendre parler. Il est particulièrement facile à observer autour d'une toute petite étoile, donc pas trop brillante. Et on a 7 planètes de la taille de la Terre. Et donc, grâce au James Webb, on espère pouvoir caractériser une à une, ça va prendre du temps, les atmosphères autour de ces 7 mondes. Et c'est une révolution, et il est unique. On pourrait se dire, de toute façon, on va trouver des millions d'autres systèmes, mais suffisamment proches, vu par la tranche, comme cela, il est un peu unique, donc il sera un jour aussi célèbre qu'une planète du système solaire, presque. Antoine. Alors moi, j'ai une question extrêmement naïve, et j'ai presque honte de la poser. On voit beaucoup plus de galaxies que ce qu'on pensait. Le nombre de galaxies que l'on détecte devient très très grand. Qu'en est-il de la matière noire, qui était cette matière complémentaire? Est-ce qu'on diminue la quantité totale de matière noire pour faire le modèle global de l'univers? Qu'en est-il? Daniel Roux? Non, ça je crois que c'est pas remis en question. Quand je dis qu'on voit beaucoup plus de galaxies, disons à cette distance, on ne s'attendait pas à voir des galaxies déjà nées à cet âge, je dirais, de l'univers. C'est ça qui est la surprise, d'accord? Maintenant, le nombre de galaxies, il est bien sûr colossal dans l'ensemble de l'univers, mais enfin, peut-être que des théoriciens ne diront pas la même chose, mais franchement, je crois que ça ne remet pas du tout en question le rapport, on va dire, entre matière noire et matière dite baryonique, et même, surtout, aussi, ce qu'on appelle l'énergie sombre, qui est la nouvelle découverte, finalement, du début de ce siècle, qui est une révolution extraordinaire. Et vous savez qu'à cause de l'équivalence énergie-masse, eh bien, on peut mettre tout ça, dans des proportions comparables. Et en principe, non, il n'y a pas cette découverte-là du nombre de galaxies, important. On est surpris qu'elle soit née si tôt, mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait une remise en question de ce rapport, on va dire. Bonjour, et merci pour l'organisation de cette conférence. Donc, il y a des questions qu'on me pose avec l'arrivée du JWST, c'est quel est l'intérêt encore d'avoir des télescopes au sol, ou même une que je déteste, c'est quel est le meilleur télescope maintenant. Et donc, je me demandais si vous pouviez nous parler du JWST dans le contexte des télescopes sol, le VLT, le VLTI, ou même l'ELT. Merci. Ok. À la limite, ce serait une question pour Catherine, qui a contribué à développer plein de télescopes au sol. C'est moi qui ai lancé le LT en tant que directrice de l'ESO. Donc, l'ESO a 4 télescopes de 8 mètres. Et effectivement, quand on a décidé de faire quelque chose comme ce qui est devenu le JWST, on voulait aussi 8 mètres. On a fini, comme toujours, par baisser un petit peu. On est allé à 6,50 mètres. Donc, pour que ce soit comparable. Alors, pourquoi on veut une grande surface? Je l'ai dit un peu, Pierre-Olivier l'a dit aussi. D'abord, on est plus sensible quand on a une grande surface, puisqu'on reçoit plus des photons émis par chaque chose. Et puis, la résolution angulaire est inversement proportionnelle à la taille du télescope. Donc, on a un meilleur pouvoir séparateur dans le ciel. Et donc, on pourrait se dire, oui, mais il y a pas mal d'instruments infrarouges sur le VLT. Qu'est-ce qu'ils font, puisque c'est dans l'espace? Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quand même une partie de l'astronomie infrarouge qu'on peut faire depuis le sol, parce que on appelle ça un peu des fenêtres. Il y a des régions où il y a beaucoup d'absorption, d'autres où il y en a moins. Et le fait d'avoir un télescope beaucoup plus grand amène quand même des choses supérieures. Et c'est particulièrement intéressant lorsqu'on veut faire de la spectroscopie. Si vous voulez comprendre comment est fait un objet, vous voulez de quoi il est fait, vous décomposez la lumière et vous avez des signatures de composés. Plus vous la décomposez finement, mieux vous pourrez étudier ce qu'il y a dedans. Mais évidemment, si vous la décomposez finement, il vous faut avoir beaucoup de lumière. Sinon, vous n'aurez rien dans vos... Donc, avec les télescopes au sol, on a beaucoup plus de lumière. On est particulièrement bien placé pour faire de la spectrométrie, mieux que dans l'espace. Alors ensuite, ça c'est pour le VLT déjà. Et ensuite, lorsqu'on ira vers le télescope extrêmement grand, alors là, évidemment, on passe... Quelle taille il fait? Il fait 39 mètres de diamètre. Donc 39 mètres de diamètre, vous voyez quand même l'énorme différence. Donc là encore, de nouveau, énorme sensibilité. Pour avoir un très bon pouvoir séparateur, il faut quand même corriger des effets de l'atmosphère avec de l'optique adaptative, des choses que Daniel Rouen connaît bien, justement. Mais enfin, on va y arriver.
Et là, on aura un pouvoir séparateur très supérieur encore à celui de Webb. Quand on aura trouvé avec Webb quelques exoplanètes dont on peut voir l'atmosphère, on pourra ensuite la regarder de plus près et en particulier en faire une spectroscopie beaucoup plus fine avec le LT. Alors, on ne pourra pas la faire dans tout le domaine. On pourra la faire dans les régions où l'atmosphère n'absorbe pas trop, dans certains domaines. Voilà. Merci. On peut encore prendre une question ou deux questions, oui. Oui, on connaît tous le paradoxe d'Olbers, comme quoi le ciel est noir parce qu'il n'y a pas suffisamment d'étoiles. Et est-ce que le James Webb Space Telescope nous démontre que l'univers est entièrement pavé de galaxies que l'on ne voyait pas par les longueurs d'onde du Hubble Space Telescope, du fait de l'expansion de l'univers et du décalage vers l'infrarouge des radiations des galaxies les plus éloignées. Donc ma question c'est, est-ce que le ciel qu'on découvre avec le James Webb Space Telescope dans les plus grandes longueurs d'onde est-il entièrement couvert de galaxies ou quelle est la fraction de cette section droite occupée? Les galaxies couvrent une très grande surface parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Il y a une expérience que j'aime bien faire au public quand je fais des conférences, c'est dire tendez votre bras, levez votre pouce et devinez combien y a-t-il de galaxies derrière l'ongle de votre pouce. Alors la réponse, c'est à peu près 4 millions de galaxies. D'accord ? Donc l'univers, ce qu'on appelle l'univers accessible, d'accord, l'univers qu'on peut observer, on estime qu'il y a au moins quelque chose comme 100 milliards de galaxies. Malgré tout, toutes ces galaxies ne couvrent pas complètement l'ensemble du ciel et les images très profondes que le James Webb a produit montrent qu'on détecte, oui, beaucoup de galaxies, c'est clair, mais elles ne couvrent pas tout le ciel. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que les autres programmes, par exemple, dans le domaine des exoplanètes, on observe des planètes et puis, mettant avec la sensibilité fantastique du web, de temps à autre, on voit des petites sources. Ah ben oui, ce sont des galaxies qui sont autour de ces étoiles, des étoiles à planète. Donc voilà, et je crois que j'ai répondu à votre question. Merci. Une dernière question. Je voudrais savoir si vous nommez les galaxies quand vous les découvrez. Parce que pour que vous vous y retrouviez, pour que tous les scientifiques sachent de quoi on parle, est-ce que il y a une nomenclature ou pas? Première question. Et deuxièmement, est-ce que quand vous allez au plus profond, est-ce que c'est possible de voir avant le Big Bang? Daniel, encore une tentative de réponse. Je ne réponds pas à cette question. C'est une question philosophique. Non, avec nos instruments, on ne voit pas avant le Big Bang. Et la notion d'avant le Big Bang, voilà, c'est parce que la notion, pour nous, n'a pas vraiment de sens. On sort du champ de la physique, si vous voulez, et de l'observation. Donc, non. On ne voit pas avant le Big Bang avec... Alors, est-ce qu'on nomme toutes les galaxies? Alors, est-ce qu'on nomme toutes les galaxies disons, celles auxquelles on s'intéresse vraiment, on va créer des catalogues, ce qu'on appelle des catalogues, et elles vont prendre un nom absolument imprononçable avec plein de chiffres parce que qui va correspondre en gros à leurs coordonnées sur le ciel. Si vous voulez, on repère les objets sur le ciel par un système qui est analogue aux latitude et longitude, d'accord? Et donc généralement, on va mettre un nom, par exemple, je ne sais pas, Webb, et puis plein de chiffres qui vont suivre, qui vont localiser cette galaxie. Alors oui, on les nomme. En général, au moment où on va créer le catalogue. Et celles que historiquement on arrive à voir avec des télescopes amateurs, donc elles ont souvent des noms. La plupart des Messier, justement, parce que Messier est un grand astronome, effectivement français, qui a fait le premier qui a découvert toutes ces nébuleuses, mais il ne savait pas que c'était des galaxies, qu'elles étaient aussi lointaines. Et beaucoup de ces objets ont le nom. La plupart des galaxies qu'on voit en grand, qui sont tournées sur les écrans, souvent des objets historiques qui ont des noms, le quintet de Stéphan, la galaxie de la Roue, etc. Voilà. Et est-ce qu'on nomme question pour Émilie, est-ce qu'on nomme les nébuleuses interstellaires c'est pareil, elles ont des noms quand elles sont suffisamment proches. Oui. Après, là, c'est sûr qu'on va en découvrir un très grand nombre. Comment est-ce qu'on va les nommer?
C'est une bonne question. Bon, le temps passe, on va devoir bientôt... En tout cas, pas qu'un joli petit nom, ça sera des noms de catalogue. Des fois, ça a son charme, comme dans Le Petit Prince. Ouais. Alors, le temps passe, on va devoir terminer, mais je vais vous donner à tous une dernière fois la parole pour aborder quelque chose finalement qu'on n'a pas eu le temps de vraiment parcourir, c'est quels sont les résultats à venir, qu'est-ce qui vous excite dans les futures observations, les promesses du James Webb, parce qu'on fait que commencer, on a 26 ans à venir. Donc, à la limite, on va partir du plus loin au plus près. Donc, à nouveau, la parole à Daniel. Est-ce que tu saurais dire, de ton point de vue, pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'extragalactique et l'aube de l'univers, qu'est-ce qu'on attend maintenant dans les années à venir? Disons que le domaine de l'extragalactique plus proche, c'est-à-dire les galaxies qui sont dans notre environnement, qui est plutôt le domaine que je connais. Je connais moins bien celui des galaxies lointaines, même si ça m'intéresse. Disons, vraiment, le grand intérêt, c'est ce domaine de longueur d'onde, et particulièrement de MIRI. Il faut bien le dire, Pierre-Olivier a raison. Le fait de l'infrarouge moyen, eh bien, on va pouvoir notamment voir à travers la poussière et donc voir la formation d'étoiles très intenses dans certaines galaxies. Catherine parlait de ces galaxies ultra-lumineuses, par exemple. Et donc, dans ces galaxies proches, grâce à la résolution du James Webb, eh bien, on va pouvoir détailler le moindre petit amas d'étoiles en formation en le voyant à travers la poussière, mais en voyant aussi l'émission de la poussière, parce que ces régions de formation d'étoiles sont d'extraordinaires sources de rayonnement infrarouge, simplement parce que la poussière absorbe. Mais on arrive parce qu'on en a parlé pour ce qui est dans notre galaxie, dans notre bol proche, mais donc finalement c'est ce qu'a dit Émilie, ça se dit, on peut le dire aussi pour les autres galaxies. Bien sûr, avec forcément ces objets beaucoup plus lointains, mais on va voir et on va gagner énormément de connaissances fines de la formation, notamment de cette formation d'étoiles très intense. Alors maintenant, dans l'univers plus lointain, eh bien là aussi on va, je vous le disais, on découvre qu'il y a des galaxies spirales. Ça ouvre un champ extraordinaire. On ne pensait pas qu'elles étaient spirales au départ. Comment elles se sont formées, et on ira plus profondément encore, avec des pauses encore plus longues, etc. Donc oui, il y a un bel avenir dans ce domaine. Émilie, concernant les pouponnières d'étoiles, pour une fois on a une image pour illustrer c'est une pouponnière d'étoiles. Quelles sont les observations à venir? Très rapidement, là, il y a des observations en janvier-février qui vont arriver dans la nébuleuse d'Orion, notamment avec le spectromètre dans le domaine infrarouge moyen, donc avec MIRI, et donc qui va nous donner des informations cruciales sur la température du gaz et la composition notamment de la matière solide. Toujours sur Orion. Alors, sur Orion, mais aussi, on va observer la nébuleuse de la tête de cheval, qui n'est pas très loin, mais qui possède des conditions d'irradiation très différentes de la nébuleuse d'Orion, et puis aussi ce qu'on appelle la nébuleuse de l'Iris, qui est en forme de papillon. Ces observations, au final, j'espère, nous permettront de mieux comprendre l'héritage du milieu interstellaire dans les systèmes planétaires, et ça peut être une des clés pour expliquer notamment la diversité des systèmes planétaires qu'on observe actuellement. Merci. Donc Pierre-Olivier, on a déjà parlé des grandes promesses de l'observation du système TRAPPIST. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, il n'y a pas que TRAPPIST. Il y en a d'autres qui sont aussi très chaudes. On les appelle des planètes de magma. La roche est tellement chaude, tellement chauffée par l'étoile que c'est de la lave, ou du magma. Et on pense que la Terre est passée par un stade comme ça. Donc on peut, comme ça, essayer de voir comment était la Terre dans le passé. Donc c'est aussi une façon d'étudier. Il y a d'autres mondes, on dit des mondes d'eau. On pense que c'est des planètes d'eau. Donc la diversité dont tu as parlé, c'est quelque chose qui est aussi très intéressante. Et on voit dans les exoplanètes des choses, même la science-fiction n'avait pas imaginé. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Catherine? Oui, je voulais dire qu'un observatoire avec des capacités tellement au-dessus de ce qu'il y avait auparavant, parce que là, on ne parle pas, c'est pas 3 fois mieux, c'est pas 5 fois mieux, c'est 100 fois mieux. Certaines choses, c'est 1000 fois mieux pour d'autres. En général, amène des surprises. Là, on a parlé d'un type de surprise, c'est-à-dire on a fait ce télescope pour voir les galaxies, les premières galaxies, et on a eu la surprise de voir qu'elles apparaissaient peut-être plus tôt, plus nombreuses, et surtout plus formées, plus semblables aux galaxies actuelles que nous ne pensions. Donc ça, c'est une surprise. Mais moi, je pense qu'avec un télescope comme celui-ci, il y aura un autre type de surprise. Et c'est
d'amener des résultats totalement inattendus, de découvrir des objets auxquels on n'a jamais pensé, d'ouvrir des champs totalement nouveaux en astrophysique. Je ne sais pas lesquels, mais je pense que ça finira par arriver. Oui, puis en plus, il y a tout plein d'objets. Enfin, ce qui est fascinant, c'est de penser que là, pendant 7 heures, le James Webb a observé tel objet, s'est tourné, observé tel autre objet, et ça n'arrête pas. La nuit, le jour, il se repose jamais. Et c'est une moisson de données qui viennent tout le temps. Moi, j'avoue que je suis planétologue, je l'ai mentionné, donc on voit parfois quelques images. Il y a aussi des enquêtes incroyables à faire sur les planètes du système solaire, tout à côté, à quelques minutes-lumière. J'espère avec ces personnes. Et donc, il y a des objets, des mondes qu'on connaît mal encore, comme Uranus, Neptune. On a même observé Mars, Jupiter. Et il y a plein de promesses. On a aussi un projet mené par des Français, ou des collègues, Emmanuel Lelouch, Tanguy Bertrand, sur Pluton, par exemple, qu'on connaît. Voilà, alors il y a plein de mesures à faire. Et donc, c'est une liste, mais la liste est vraiment énorme. Je parlais du J'ai bien compris. Je ramenais mes petites planètes dans le... Ça, pendant qu'on regarde les planètes, dans un coin de l'image, il y aura quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Donc, on arrive à la fin. Je peux laisser la parole à... Voilà, écoutez, d'abord, je vous remercie beaucoup. Je remercie également énormément les orateurs qui m'ont tellement appris aujourd'hui. Je remercie évidemment également tout le personnel qui a permis de monter cette journée, le personnel de l'Académie, l'équipe de Laurence Honorat, notre équipe de communication, l'équipe de l'Institut qui est également présente. Donc je remercie tout ce personnel et je vous invite à visiter le 4 avril prochain un autre univers qui est celui de ce qui se passe dans à peu près le volume de 2 bordelaises, 1,5 litre, qui est dans votre boîte crânienne, dans lequel il y a quand même à peu près 10 puissance 15 connexions neuronales, et on va essayer de comprendre, enfin de vous... Non, pas de comprendre, on ne comprend rien du tout. Mais enfin, on va vous parler de comment le cerveau sécrète la pensée, ou est-ce que le cerveau sécrète la pensée ou non. Et donc, ces 10 puissance 15, c'est quand même un grand nombre, hein, c'est pratiquement le nombre d'objets célestes dans notre galaxie. Là, on a parlé de beaucoup de galaxies, on faisait des grands nombres aussi. Voilà, donc c'est très impressionnant. Donc le 4 avril, on vous donne rendez-vous dans cette maison, sous cette coupole. Merci, on peut applaudir tout le monde.